Dimanche 18 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal d'Eau Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, parlant du voyage officiel du président de la République à Addis Abeba. Justement, la participation du président Andry Rajoelina au 37e sommet de l'Union africaine s'est terminée par une rencontre avec la vice-présidente de la Banque mondiale chargée de l'Afrique orientale et australe, Victoria Kawawa. Une coopération fructueuse car la Banque mondiale a confiance dans le leadership du président. De nombreux domaines sont abordés dans cette collaboration. Reportage de Josikel Ranjanirine et Andra Zajabe. Pour cette troisième rencontre avec le président Andry Rajoelina, Victoria Kawawa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, a confirmé que la Banque mondiale est un partenaire fidèle de Madagascar à l'international. Elle a reconnu le leadership du président Andry Rajoelina et elle est convaincue de sa vision pour Madagascar. Elle en a fait une priorité particulière lorsqu'elle est venue à Addis Abeba pour rencontrer le président malagasy. Cette rencontre a confirmé la confiance de la Banque mondiale envers Madagascar. À preuve, Madagascar est entré en période électorale fin 2023 et normalement, les bailleurs de fonds arrêtent de financer l'Afrique dans de tels moments, mais à cause de cette confiance, la Banque mondiale a accepté de débloquer 100 millions de dollars pour Madagascar en 2023. Et à Addis Abeba, elle a confirmé que 100 millions de dollars supplémentaires seront débloqués en 2024. C'est aussi la première fois dans l'histoire de la coopération qu'un financement alloué par la Banque mondiale pour les projets avec Madagascar atteint plus de 4 milliards de dollars. 26 projets en sont concernés. Ils ne seront pas seulement des contributeurs financiers, mais aussi un soutien technique complet. Concernant l'énergie, l'approvisionnement en électricité a déjà été confirmé par la Banque mondiale en avril 2023, que Madagascar serait sur le point d'augmenter le taux de consommation électrique pour atteindre 66% à travers de nombreux projets comme le branchement Moore et le projet LEAD. Lors de l'échange, le président Andry Rajoelina a déclaré que la commission pour le redressement de la JIRAMA sera mise en place dans quelques semaines. Autour des efforts dans le domaine de l'énergie, il a été constaté que le projet Azavanawano atteint de nombreux foyers, a déclaré le vice-président de la Banque mondiale en charge des régions orientales et australes de l'Afrique. La Banque mondiale travaillera également avec Madagascar sur de nombreux domaines économiques et administratifs, notamment celui de l'éducation en appuyant dans la formation des enseignants pour élever le niveau de l'éducation de base, dans celui de la production rurale et de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, le projet CASEF aide déjà les agriculteurs en distribuant des cartes foncières. L'objectif est de distribuer jusqu'à 2 millions de cartes foncières. La réforme des secteurs dont dépend l'économie, comme les transports et le tourisme, est soutenue par cet immense système financier mondial. Ces 4 milliards d'ariars constituent désormais la plus grosse somme allouée par la Banque mondiale à Madagascar. La confiance dans le leadership du président Andry Rajoelina en est un gage. Il est de la responsabilité des ministères respectifs d'accélérer l'utilisation des budgets suite aux projets définis. La vitesse de développement apportée par le président sera poursuivie. Lors de cette réunion d'aujourd'hui, Victoria Kawawa a directement félicité le président Andry Rajoelina pour avoir été élu pour la deuxième fois. Dans les actualités de ce jour également, parlons météo. À cause du cyclone Jungu à l'est de l'île Rodrigue, la zone de convergence intertropicale ou ZCIT se trouve plus au sud que d'habitude. Il existe d'autres amas nuageux associés à cette ZCIT qui se renforcent à l'est de la région est depuis hier matin. Il y a de fortes chances que cette tempête se transforme en cyclone dans 2 jours selon le service météorologique. Reportage de Vanjessena Mireille. Une baisse significative de la pression atmosphérique a été observée sur de nombreuses régions de l'ouest de l'océan Indien. Les vents soufflent autour de 45 km/h avec cet amas nuageux et il est accompagné de rafales de 50 à 70 km/h. À cause du cyclone Jungu, à l'est de l'île Rodrigue, la localisation de la zone de convergence intertropicale est plus au sud que d'habitude. Il existe d'autres nuages associés à ce zone de convergence intertropicale qui prennent de l'ampleur. Dans les 5 prochains jours, d'après les informations reçues, la zone pour la formation et l'évolution de cet amas nuageux est optimale, notamment avec la chaleur de la mer, l'humidité de l'atmosphère et l'intensité de l'air au-dessus. Il y a donc une forte probabilité que ces nuages se transforment en cyclones dans les 2 prochains jours. Il est prévu qu'ils s'éloignent des côtes de Madagascar lors de sa formation. Compte tenu de cela, les orages pourraient continuer à dominer et pourraient continuer à se produire dans certaines régions au cours de ces 2 prochains jours. Selon les prévisions, Madagascar ne devrait pas être touché par ces intempéries avant le milieu de la semaine prochaine.
L'évolution de cet incident est étroitement surveillée, a indiqué le service des prévisions météorologiques. Justement, concernant ces intempéries, 11 personnes sont mortes, 8 sont toujours recherchées suite aux fortes précipitations depuis le 6 février jusqu'à aujourd'hui, selon les statistiques du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, ce matin. Au total, 6 397 personnes sont sinistrées. Fandessina Mireille nous en dit plus. 11 personnes ont perdu la vie suite aux fortes pluies depuis le 6 février, 2 à Antananarivo, 2 à Mandout, 2 à Beninch, 1 personne à Saratanan, 3 à Fenorive-Est et 1 à Marantsech. Par ailleurs, 9 personnes sont portées disparues. 1 à Mahadzang, 2 à Fenorive-Est, 1 à Maivetanan et 4 à Beninch. 6 régions sont touchées, à savoir Analamang, Analandsroof, Boeing, Ansnanan, Atsimanjefan et Vaknakarach. Ces fortes pluies ont également occasionné 6 397 sinistrés, soit 2 368 ménages. 1 935 personnes ont été déplacées, soit 663 ménages. Selon les statistiques du BNGRC, les sinistrés ont été relocalisés dans 9 sites d'accueil. Dans la page diverse de ce soir, un ancien chef de service administratif et financier au sein du ministère de la Santé publique et son complice ont été mis sous mandat de dépôt concernant une affaire de détournement de biens publics au sein de ce ministère en question. Il s'agit de 5 véhicules dont de l'OMS au ministère selon les informations. Reportage. 5 véhicules appartenant à l'État sont concernés dans cette affaire de détournement de biens publics, dont 2 véhicules tout-terrain de marque Toyota Land Cruiser, un pick-up tout-terrain Vigo et 2 camions de marque Mercedes. Ces véhicules sont des dons de l'OMS pour le ministère de la Santé publique et mis à la disposition de la direction du programme élargi de vaccination ou DPEV. L'affaire a commencé par l'envoi de ces voitures à un garage privé de la capitale en vue de leur maintenance et d'entretien de routine. Cependant, il a été constaté qu'il n'y a eu aucune prestation alors que les voitures étaient restées dans le parking du dit garage pendant toute une année. Les responsables du ministère de la Santé publique ont donc fait appel à un huissier pour récupérer ces véhicules. Il a été constaté que les véhicules ont été transformés en pièces détachées. En effet, ils étaient complètement démontés et de nombreuses pièces neuves de ces voitures avaient été remplacées par des pièces déjà usées. L'une des 5 voitures n'a pas été retrouvée jusqu'à aujourd'hui. De plus, d'après les constatations, ces voitures n'étaient plus immatriculées auprès du ministère et qu'il n'y avait aucune procédure indiquant que ces voitures avaient été envoyées au garage en question. Les enquêtes menées par le Bianco suite à une plainte des responsables a permis de découvrir que l'ancien chef du département des finances et de l'administration du ministère de la Santé publique était impliqué dans cette affaire avec la complicité du propriétaire du garage privé et d'une autre personne chargée de récupérer les pièces de ces voitures. Les 3 personnes ont été déférées devant le PAC ou pôle anticorruption le 14 février. L'employé du ministère de la Santé et le propriétaire du garage ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que le receleur, connu pour être impliqué dans plusieurs affaires de corruption, reste sous contrôle judiciaire. Toujours dans cette page fait divers, les gendarmes ont appréhendé 3 autres personnes impliquées dans l'assassinat de Dean, un opérateur résident à Berivch, 5/5, district de Maevatanan. Le téléphone portable de leur victime qu'ils avaient amené a permis de retrouver l'endroit où ils se sont cachés. 2 de ces malfaiteurs ont avoué leur crime et ont confirmé que c'est un autre opérateur, un concurrent de Dean, qui les avait payés pour ce crime. Les détails avec Anienne Martina et Sechan. Dina Anjiatsarama'a, c'est l'opérateur qui a été sauvagement assassiné le 6 janvier dernier alors qu'il se rendait à sa ferme de la commune de Tsararan, district de Maevatanan. Il a été décapité et démembré à coups de hache, mais ses agresseurs ne lui ont ni pris son argent ni sa moto. Déjà en 2020, une trentaine de bandits ont attaqué son domicile à Berivch à 5/5 et on sait qu'il a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort. Au cours de l'enquête, on a appris que son assassinat a été commandité par un autre opérateur pour cause de rivalité et de jalousie. Suite à ce crime, 5 personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt à Maevatanan. L'un d'eux est l'opérateur concurrent de la victime. L'un des personnes arrêtées serait également membre du gang Zaman Hifola, spécialisé dans le kidnapping. En fin de semaine dernière, 3 autres personnes recherchées pour leur implication dans cette affaire ont été interpellées par la gendarmerie. Ces dernières ont été retracées grâce au téléphone portable de Dean qu'ils ont emporté.
Deux d'entre eux ont reconnu avoir été payés 10 000 ans d'arrière chacun par cet homme d'affaires sans scrupules pour ce forfait. D'autres personnes impliquées dans cette affaire sont toujours recherchées et la famille de la victime espère que ces individus soient mis également sous les verrous car elle craint d'éventuelles vengeances. Selon des sources locales, les 3 malfrats arrêtés récemment seront présentés devant le parquet de Maivatanan demain. Et dans la page culturelle de ce soir, Ansali Radzuil est parti pour Mumbai en Inde afin de concourir à la 71e édition de Miss Monde. Elle représentera Madagascar lors de cette compétition qui se tiendra du 19 février au 9 mars prochain. Ça, Sylvain Aniena Martina nous en dit plus. L'habituelle photo avant le départ, envolez-vous vers l'Inde. Ansali Radzuil défendra l'honneur de Madagascar lors de la 71e édition du concours Miss Monde. Cette jeune Malagasse se prépare depuis plus de 3 ans pour ce concours auquel participent 120 femmes. Ansali Radzuil, lors de ce concours, parlera du sport, de ses talents, de la mode, du monde numérique, mais surtout de ses projets. Ansali Radzuil a choisi la lutte contre les violences faites aux enfants comme thématique à porter devant le monde lors de ce concours. Elle en a fait un concept qui lui tient à cœur et pour lequel elle a longtemps milité pour faire entendre la voix des victimes. Ansali Radzuil n'a 24 ans, elle a représenté la région Analaming lors du concours pour la couronne de Miss Madagascar en 2022. Parmi ses prédécesseurs dans ce prestigieux concours mondial, Nelly Anzaratine, la Miss Madagascar 2021 qui avait figuré dans le top 40. Dans les actualités internationales de ce soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit hier déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah où s'entassent 1,4 million de personnes. Dans le même temps, l'inquiétude s'accentuait samedi pour les malades coincés dans l'hôpital Nasser de Khan Hussein dans le sud de la bande de Gaza pris d'assaut par l'armée israélienne. France 24. Des grues érigeant des blocs de ciment et des engins de chantier en pleine action. Ces images ont été tournées en Égypte, tout près de la frontière avec Gaza, par l'association Sinaï pour les droits de l'homme. Selon elle, l'Égypte fait construire un camp fermé et sécurisé pour accueillir les Palestiniens qui fuiraient l'offensive sur Rafah. Selon le Wall Street Journal, ce camp pourrait accueillir 100 000 personnes. Les autorités égyptiennes démentent les faits, mais les images satellites de ce secteur ultra sécurisé montrent bel et bien que des travaux sont en cours. La rumeur s'est en tout cas répandue dans les camps de réfugiés à Rafah, mais tous ici en ont assez de fuir. Rafah est le dernier endroit où nous irons. Soit on rentre chez nous, soit on va ailleurs. Mais nous n'irons pas en Égypte. Nous ne serons pas expulsés et nous ne quitterons pas notre pays, et ce, même si on doit y mourir. De son côté, Israël confirme sa volonté de mener son offensive dans la ville frontière qui abrite près d'1 400 000 Palestiniens. Mais les autorités l'assurent, elles se coordonneront avec leurs alliés égyptiens. Israël promet par ailleurs de mettre en sécurité les civils sans les sortir de la bande de Gaza. Israël permet de fournir une large aide humanitaire aux Palestiniens. Nous n'avons pas l'intention de les expulser hors de la bande de Gaza. Israël ne veut blesser aucun civil palestinien. Nous les déplacerons donc vers des zones sûres, alors que le Hamas essaye de les en empêcher. L'Égypte est l'allié d'Israël depuis la signature des accords de Camp David en 1979. Mais ces dernières semaines, le Caire n'a pas caché ses critiques contre la volonté d'Israël de mener une offensive à Rafah. L'Égypte a ainsi menacé de suspendre l'accord de paix si des Gazaouis sont repoussés par Israël vers le Sinaï. L'actualité au Thaksin Shinawatra, Premier ministre thaïlandais de 2001 à 2006, a été libéré aujourd'hui matin après 6 mois de détention. Début février, les autorités avaient annoncé qu'il remplissait les conditions d'une liberté anticipée en raison de son âge et de son état de santé. Le milliardaire était rentré en Thaïlande en août après 15 années d'exil. C'est son premier jour en liberté. Thaksin Shinawatra rentre chez lui après avoir purgé les 6 premiers mois de sa peine dans un hôpital de Bangkok en raison de problèmes de santé. L'ancien Premier ministre a passé 15 ans en exil.
À son retour en Thaïlande en août dernier, Thaksin Shinawatra, Premier ministre de 2001 à 2006, a été condamné à 8 ans de prison pour abus de pouvoir. Une peine qui a été réduite à 1 an de prison par le roi du pays. Le milliardaire, âgé de 74 ans, est l'une des figures les plus influentes du pays, mais aussi l'une des plus controversées. Il a accédé au pouvoir en 2001, ultra populaire auprès des paysans. Thaksin Shinawatra a été adulé par les campagnes grâce à ses politiques pionnières de redistribution, mais haï par les élites de Bangkok qui le trouvaient populiste et insolent vis-à-vis du roi. Après 2 mandats, il a été renversé par un coup d'État militaire en 2006, alors qu'il était en voyage à New York, ce qui l'a contraint à l'exil. Même s'il a été démis de ses fonctions, Thaksin est soupçonné d'avoir influencé la politique du pays depuis l'étranger, notamment à travers sa famille. Sa sœur a été la première ministre de la Thaïlande et a dirigé le royaume entre 2011 et 2014. Le parti populiste Pheu Thai, considéré comme la principale force de contestation, est dirigé par sa fille. Thaksin Shinawatra, désormais libre, ne sera plus surveillé par un bracelet électronique, mais devra se présenter à la police tous les mois jusqu'à la fin de sa peine. Et en ouvrant jeudi le mariage et l'adoption aux couples de même sexe comme nombreux de pays européens, la Grèce fixe une distance nette entre les affaires étatiques et les dogmes de l'influente Église orthodoxe. Toujours un reportage de France 24. Sous une pluie de confettis, ils sont nombreux devant le Parlement grec à laisser éclater leur joie, à fêter un jour historique. Hier soir, la Grèce a dit oui au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. On est vraiment très heureux de ce résultat. On l'attendait depuis très longtemps et finalement, l'amour gagne tout. C'est une décision extraordinaire de la part d'un gouvernement auquel personne ne s'attendait, mais qui a tenu ses promesses. Un texte approuvé par une large majorité de députés présents au Parlement à l'issue de 2 jours de débat. Une réforme sociétale majeure dont se félicite le Premier ministre de droite, Kyriakos Mitsotakis. Aujourd'hui est un jour de joie parce qu'à partir de demain, une autre barrière entre nous sera supprimée pour créer un pont de coexistence dans un État libre avec des citoyens libres. Avec ce vote, la Grèce devient le 37e pays dans le monde, le 17e pays de l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suivi de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.